Bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'INHA autour du recueil de bonnes pratiques pour la diffusion en ligne des images patrimoniales. Ce sera l'occasion de présenter ce nouveau travail porté par Martine Desnoyelles et Damien Peterman, qui vont tout de suite nous présenter, mais laissez-moi présenter nos intervenantes et intervenants. Martine Desnoyelles, conservatrice en chef du patrimoine, spécialiste de la céramique grecque et de l'archéologie de la Grande Grèce, a été chargée de mission pour la prospective numérique à l'Institut national d'histoire de l'art. Et après avoir été conservatrice au musée du Louvre et conseillère scientifique pour l'INHA, pour l'histoire de l'art antique et l'archéologie, a dirigé entre 2017 et 2019 les programmes Images-Usage financés par la Fondation de France et publié aussi le rapport Droit des images, Histoire de l'art et société, ainsi que le guide pratique pour la recherche et la réutilisation des images d'œuvres d'art, qui a paru en 2021 sous la direction de Martine Desnoyelles et Joanna Daniel à l'Institut national d'histoire de l'art. Elle a assuré depuis 2017 une veille et des formations sur les questions émergentes relatives aux humanités numériques appliquées à l'histoire de l'art, au droit et à la diffusion des images patrimoniales, et bien sûr sur l'open content français et international. Membre de l'Observatoire de l'Open Content, du comité du label Culture Libre de Wikimedia France et du comité scientifique de Daria EU. Et de l'autre côté, Damien Peterman, donc docteur en géographie aménagement et spécialisé sur les questions des droits et réutilisation des images. Il est actuellement, si je ne me trompe pas, ingénieur d'études, bibliométrie et données de la recherche à l'université Jean Moulin Lyon 3. La bibliothèque universitaire Lyon 3 travaille notamment sur les données de la recherche, la science ouverte et la valorisation des publications scientifiques. La réutilisation des images dans les thèses et autres publications est un enjeu bien important pour Damien Peterman, qui depuis 2 ans donne ponctuellement des formations aux doctorants de Lyon 3 sur les droits d'auteur et les droits réutilisation d'images. Il produit avec des collègues des ressources pratiques à ces sujets et plus largement sur les sujets des données de la recherche à destination de chercheuses, chercheurs, doctorantes et doctorants. Donc, je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes, Martine et Damien, pour que vous puissiez nous présenter ce recueil. Alors, merci Federico, bonjour à tous et merci de votre présence. On est ici effectivement aujourd'hui pour vous signaler, pour vous présenter un document qui sera mis en ligne dans sa version définitive la semaine prochaine. Il y a quelques petites corrections encore à faire. Il sera mis sur le site de l'INHA il s'agit donc du recueil de bonnes pratiques pour la diffusion en ligne des images patrimoniales, qui a été coécrit par Damien et Peterman et par moi-même. Un texte de 92 pages, illustré par un certain nombre d'illustrations, mais qui contient surtout beaucoup de liens externes pour mener, qui pointent vers des ressources, vers des exemples, qui est donc conçu comme un ensemble d'informations et de préconisations qui concernent éventuellement la façon de mettre à disposition des publics, des usagers, les reproductions d'images issues des collections patrimoniales, de ces fameux GLAMS, c'est-à-dire des archives, des bibliothèques et des musées. On peut passer à la suivante, Damien. La diapositive suivante. Voilà. Pardon, je vais agrandir ça parce que voilà. On vous présentera mieux tout à l'heure, mais juste je vous signale que comme invité pour nous jeter des éclairages spécifiques et pour porter leur expertise sur ce texte nouveau-né, on aura comme invité dans une deuxième partie, après notre intervention, donc Anne-Laure Donzel, d'activiste, Federico Noura, qu'on vient d'entendre, chef du service numérique de la recherche à l'INHA, et Georges Magnier, directeur des musées de Reims. Et je les remercie beaucoup tous les trois de nous apporter leur regard sur ce texte pour son lancement. Diapositive suivante.
Alors, vous parlez un petit peu du contexte de la mise en ligne de ce texte. Le contexte, comme Federico vous l'a rappelé, remonte à la mission Image d'usage, au programme Image d'usage qui a été suscité et financé par la Fondation de France et qui a duré en fait 2 ans, mais qui ensuite s'est installé un petit peu à l'INHH jusqu'à mon départ récent. Et cette mission qui a activé beaucoup d'événements, de présentations, de séminaires, de conférences, a également produit donc en 2018 le fameux rapport Droit des images, histoire de et société dont il a été question, qui était un constat sur la difficulté, enfin, le constat, c'est une sorte de rapport de sociologie professionnelle hein, sur les acteurs du monde de l'histoire de l'art et du patrimoine et leur rapport aux images qu'ils utilisaient pour leur publication. Et ce rapport dressait le constat de la difficulté de l'accès et du remploi aux images pour le monde de la recherche, aussi bien d'ailleurs que pour l'ensemble de la société, d'où le titre du rapport, puisque les chercheurs, les enseignants, les conservateurs n'étaient plus les seuls à chercher des images pour les besoins de leurs activités. Ça se situait dans une société numérique qui avait grossi, qui était devenue vraiment très demandeuse d'images. Donc il y avait un premier constat dans ce rapport qui est coécrit, donc vous le voyez, on est 4 autrices, et qui s'adressait un petit peu à tous les acteurs du patrimoine, mais également à nos tutelles, dans l'espoir de leur faire prendre conscience du fait qu'il fallait que ces régimes de diffusion d'images évoluent. Comme diapositive suivante, l'un des constats annexes de cette étude était la faible prise en compte des usagers et des usages par les institutions, soit par manque de formation, par manque de personnel dédié qui était formé à ça, qui était vraiment dans ce soit le métier, par manque d'informations circulantes également. Eh bien, on a produit en 2021 avec Johanna Daniel, dans un second temps, donc, le guide pratique pour la recherche et la réutilisation d'images d'œuvres d'art, qui est un autre format et qui est une autre destination, puisque là, il s'agit d'un vademecum qui est censé, dans notre idée au départ, c'était pour les étudiants et les jeunes chercheurs, dont on a pu constater, dont je constate moi aussi quand je fais encore des formations, ils sont perdus dans la jungle des règlements, des dispositions, etc. Et que agir concrètement pour rassembler une iconographie, ça n'est pas toujours clair pour eux. Donc, dans notre esprit, il fallait clarifier les choses et outiller ce public-là. Et puis, on l'a constaté d'ailleurs, un certain nombre d'autres publics qui y sont intéressés pour leur expliquer sur différents plans, le plan juridique, le plan des pratiques, le plan commercial aussi, des régimes de vente d'images, comment procéder pour demander des images. Et je vais laisser Damien préciser un peu les différentes parties, les différents chapitres de ce guide. Oui, merci Martine. Et effectivement, ce guide de 2021, donc c'est un document assez court, mais qui en 10 chapitres présente vraiment pas à pas un accompagnement pour les jeunes chercheurs et puis pour tous les publics qui peuvent le réutiliser sur justement cette question de qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un projet d'utilisation d'images patrimoniales, que ce soit dans le cadre de l'édition ou dans un autre cadre. Et en fait, à travers, vous le voyez, hein, ces chapitres qui sont assez courts, le guide dresse vraiment un panorama des grandes questions, donc notamment les fondamentaux juridiques, donc la question du domaine public, des licences, des ayants droit. Également, il propose un tableau qui présente, suivant le type d'utilisation et le type de contexte, par exemple si c'est un contexte pédagogique, grand public, etc., les possibilités et les statuts payants ou gratuits des réutilisations. Donc, son objectif à ce guide, c'est vraiment d'être une ressource pratique à laquelle on peut se reporter quand on a une question précise, hein. C'est par exemple le cas de certains de mes collègues bibliothécaires ou éditeurs à l'université qui s'y reportent de temps en temps, ou également des doctorants, des chercheurs, des masterants, etc., qui peuvent avoir besoin à certains moments d'un éclairage spécifique. Et vous le voyez, hein, c'était également dans le chapitre 7, par exemple, une liste de ressources où on peut trouver des images réutilisables facilement. Et puis, autre ressource complémentaire, c'est, Federico pourra aussi en parler plus longuement peut-être, mais c'est le carnet numérique et recherche en histoire de l'art, qui est le carnet hypothèse
de l'INHA pour tout ce qui concerne la veille du service numérique de l'Institut national d'histoire de l'art. Et donc, c'est un carnet qui est très fourni, mais on voulait surtout vous présenter ici la section qui s'appelle Iconote et qui correspond en fait au contenu portant sur le projet Image-Usage, avec un certain nombre de billets donc dans ce carnet qui ont été écrits par Martine de Noyelles, par Johanna Daniel ou par Katie Durand et qui porte par exemple sur l'accessibilité des images, les collections muséales sur Wikipédia, les régimes internationaux de diffusion des images, les licences Creative Commons ou Etalab, ou encore le coût des images d'œuvres patrimoniales. Donc vous pourrez aller voir, vous connaissez peut-être pour certaines ce carnet, et on vous en dira un peu plus aussi tout à l'heure sur de prochaines ressources à venir sur ce carnet. Et je Alors, parole à Martine. je reprends la parole, merci, pour vous présenter de plus près le recueil lui-même. C'est encore un autre format. On avait un rapport, un guide, et là s'impose un autre format, donc qui a été intitulé recueil, parce que c'est vraiment on se positionne d'un autre point de vue, c'est-à-dire que cette fois-ci, on s'adresse, on l'espère, aux professionnels, aux institutions elles-mêmes, aux professionnels qui vont être et futurs professionnels du patrimoine de la documentation, les étudiants en sciences du patrimoine, étudiants en histoire de l'art, etc., et futurs conservateurs, qui vont être amenés dans leur pratique quotidienne, dans leur métier, à aborder cette question de la diffusion des images. Donc c'est un petit peu une sorte de scan des collections en ligne qu'on a fait avec une identification de ce que sont les bonnes pratiques et au contraire, bon, on en parle moins parce qu'on ne fait que du positif, mais ce qui sont des, on en parle un peu quand même, de pratiques qui sont beaucoup plus confusionnantes, si je puis dire, beaucoup moins commodes, et même quelquefois très chronophages ou qui jettent les utilisateurs dans des indécisions. Donc, on a vraiment voulu donner tous les éléments sur les bonnes pratiques qui permettent, depuis, alors vous allez voir, c'est très gradué, depuis la mise en ligne de l'image et finalement sa trouvabilité, hein, sa découvrabilité, comment elle est présentée, comment on y accède, jusqu'à des choses beaucoup plus élaborées, c'est-à-dire sa publication, sa réutilisation dans le cadre de protocoles scientifiques, d'échanges comme le 3IF dont vous parlera d'ailleurs mieux Federico, ou encore les dernières technologies aujourd'hui comme l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que les musées peuvent faire avec les images et l'intelligence artificielle? Donc on part de très simple, la découvrabilité de l'image, les informations autour de l'image, Damien parlait d'un tableau dans le précédent guide sur les tableaux des usages. Et bien là, il a fait d'ailleurs un tableau des formats et des résolutions des images que l'on télécharge, donc pour avoir une idée de ce qui est possible et de ce qui est pratiqué. Voilà, donc une somme d'informations avec donc une démarche graduée qui va en se complexifiant un petit peu et à chaque fois beaucoup d'exemples internationaux et nationaux pour appuyer un peu cette réflexion sur les pratiques. Un processus et des modèles qui mènent logiquement à l'open content, mais sans obligation. Ça, on en reparlera peut-être avec Georges Magnier, qui lui est un pratiquant de l'open content pour les musées. On n'a pas voulu faire un guide disons engagé, disant il faut passer en open content parce qu'il y a un principe de réalité qui est qu'il y a beaucoup d'institutions, elles sont très variées, que toutes n'ont pas les moyens en personnel ou en finance de passer à l'open content ou d'entrer dans une initiative qui les mènerait à l'open content. On a voulu montrer simplement que parmi toutes les bonnes pratiques que l'on cite, qu'on a identifiées, eh bien, l'open content est celle qui est naturellement inscrite, je dirais, dans le paysage des bonnes pratiques et qui présente le meilleur faisceau de bonnes pratiques parce qu'on sait bien sûr de son effet, de ses retours, etc. Deux derniers chapitres portent sur des questions très actuelles, soit d'éthique, soit de préoccupations sociales, ou des questions d'évolution des pratiques numériques, d'accessibilité, de sobriété énergétique, toutes sortes de choses qui sont bien sûr des questions qui traversent notre société, dans lesquelles il y a déjà des choses qui sont faites pour les images, il y a des initiatives qui sont prises, il y a des exemples qu'on peut trouver de bonnes pratiques qui, justement, autour des images de collections patrimoniales. Alors,
La diapositive suivante, Damien, s'il te plaît. Donc le sommaire, très rapidement, hein. Donc chapitre 1, chapitre 2, on monte progressivement. Le chapitre 1, c'est vraiment la préparation de la mise en ligne de l'interface en quelque sorte et des fonctionnalités qu'on va appliquer aux images des collections, connaître les utilisateurs, identifier les pratiques avec un certain nombre euh, de manières, plutôt une liste, un certain nombre de types d'usages qu'on a recensés, qui reviennent un petit peu depuis le rapport de 2018, mais qui ont été complétés. Le fait, les moyens de tenir compte de l'expérience utilisateur, comment se renseigner, comment sonder, comment identifier les pratiques concernant les collections qu'on souhaite mettre en ligne. Diapositive suivante. On a, alors, donner accès aux images également, effectivement, bon, avec la question de la façon dont, notamment, on télécharge les images, dont on les met à disposition des utilisateurs. Informer sur les conditions d'utilisation, on a été assez détaillé dans l'information qu'il faut donner, où elle doit se situer, comment elle doit être énoncée, bon, l'utilisation, bien sûr, des licences, et tout un tas d'autres choses qui sont absolument indispensables aujourd'hui pour que les utilisateurs s'y retrouvent et sachent tout de suite qu'il y ait une transparence sur l'image qu'on met à disposition et sur ses caractéristiques. Le chapitre 4, bien sûr, concerne les dispositions spécifiques pour la recherche dans le cadre de la science ouverte, dans le cadre des humanités numériques, qui crée vraiment un environnement totalement spécifique aujourd'hui pour le numérique et pour les images qui sont diffusées numériquement. Là, ce chapitre 5, donc élargir le champ des images, faciliter la réutilisation et le partage, c'est là-dedans qu'il y a l'open content, mais qui n'est qu'un aspect donc, de ces différentes initiatives pour la réutilisation et pour le partage. Chapitre 6, les nouvelles éthiques, il est basé sur la déclaration, la définition, la nouvelle définition ou la récente définition du musée donnée par l'ICOM, et donc qui utilise les notions d'accessibilité, d'inclusivité et de sobriété numérique. Donc, on aborde là quelques exemples de la manière dont l'image des collections en ligne est concernée. Et puis, il y a une réflexion dans le chapitre 7 sur les images lucratives. Est-ce qu'on vend encore aujourd'hui des images? Est-ce qu'on peut encore vendre des images aujourd'hui? Comment? De quelle façon? Est-ce qu'on a des retours sur le fait que... Est-ce que c'est encore inscrit dans notre époque? Est-ce que ça c'est utile? Est-ce que c'est profitable? Une réflexion là-dessus. Vous voyez qu'il y a aussi un glossaire qui pense que quand on sensibilise les gens à certains vocabulaires, on introduit déjà ces gens-là dans un univers, dans l'univers dans lequel on veut les introduire. Et puis des ressources en ligne, donc soit en ligne, soit d'ailleurs écrites, imprimées, qui sont aussi listées par chapitre. Alors, la diapositive suivante. Pour chaque chapitre, on vous présente un focus sur un thème. Et donc, pour le chapitre 1, il est la question de l'aspect participatif qui est importante, qui est peut-être encore aujourd'hui pas toujours bien comprise ou pratiquée par les institutions. Qui est la possibilité donc pour les usagers d'intervenir collectivement ou individuellement pour apporter quelque chose aux collections en ligne. Donc on a là deux exemples parmi d'autres qu'on a cités. Les initiatives de géolocalisation des collections avec Gallica, avec le site de l'Arpenteur, hein, qui permet d'aider à géolocaliser des images, des vues géographiques. Et puis le site du musée de Bretagne, donc musée de société, musée qui a une vocation ethnographique et qui, sur le modèle de la collecte ethnographique, propose à ses utilisateurs des photos en leur demandant s'ils peuvent les identifier. Donc on fait appel à l'expérience et à l'identité de chacun c'est un musée de région et c'est un musée qui fait appel à des connaissances locales. C'est une autre forme, ça marche très bien d'ailleurs, hein, d'après les retours quand on fait le musée de Bretagne. Donc une autre forme d'appel à la participation, à la contribution des usagers au savoir autour des collections et donc par le biais bien sûr des images. Donc la diapositive suivante. Oui, donc pour prendre la suite sur le chapitre 2, donc c'est le donner accès aux images.
Et dans ce chapitre, en fait, on a plusieurs parties. Une première sur les images en très haute définition, qu'on appelle également gigapixels. Donc, on présente un peu voilà, l'historique de cette pratique et les avantages et les limites. Il y a également tout ce qui concerne la découvrabilité des images et la recherche, donc les interfaces de recherche, l'affichage des résultats, les filtres et facettes, et puis les différentes possibilités plus ou moins originales ou innovantes de pouvoir naviguer dans les résultats de recherche et donc dans les notices d'œuvre. Et on a également les fonctionnalités de consultation et de téléchargement à travers les visionneuses, à travers les fichiers qui sont téléchargeables, et puis les informations qui sont proposées. Sur cet aspect, on voulait ici faire un focus sur par exemple, les filtres qui permettent sur les fichiers images d'avoir des informations et d'affiner les résultats par qualité d'image, donc par la taille, hein, les dimensions en pixels, donc c'est ce qu'on appelle la définition, comme ici le cas d'Europeana, mais également les possibilités de réutilisation ou les formats, hein. Donc il y a certains portails qui permettent de filtrer de différentes manières ces informations-là. Et puis, on a également parmi les bonnes pratiques tout ce qui est de l'ordre de l'information des usagers sur la qualité d'image disponible au téléchargement. Vous le voyez à travers les différents exemples qu'on a mis ici. Donc, la possibilité une bonne pratique de proposer plusieurs qualités d'image qui va permettre, en fonction des besoins des usagers, de choisir la bonne qualité. Et puis également d'indiquer à chaque fois les dimensions et même le poids de l'image, comme c'est le cas sur les musées de Reims. Alors, à travers ce chapitre 2, on parle des formats, des qualités, des licences, mais on en parle également dans le chapitre 3, qui est plutôt axé sur les informations délivrées aux usagers sur les conditions d'utilisation. Et ici, on repart hein, donc d'un certain nombre d'études précédentes, mais on a voulu, parmi les quelques mauvaises pratiques qu'on met en avant dans le recueil, quand même pointer le problème des pages de conditions générales d'utilisation qui, sur certains portails, ne sont pas très clairs, ne sont pas accessibles au public en termes d'information et surtout mélangent aussi les œuvres d'art avec d'autres éléments iconographiques qui correspondent plutôt au logo du site web, par exemple, du musée, etc. Donc, on met plutôt en avant des bonnes pratiques qui consistent à accompagner les usagers à travers des cas pratiques, comme c'est le cas, vous voyez, des archives du Calvados avec plusieurs cas pratiques qui expliquent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pour chaque type de document. Et puis également, sur d'autres portails, vous avez des foires aux questions très détaillées, comme ici au musée McCord Stewart de Montréal, avec des questions très directes et des explications, des réponses sur ce qu'on peut faire, sur à quoi correspond telle licence. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve surtout sur des portails étrangers, mais on en trouve également en France. Et l'objectif du recueil, hein, comme sur d'autres bonnes pratiques, c'est de faire en sorte que ça puisse se généraliser, parce que c'est le rôle des institutions de guider, d'accompagner les usagers dans la consultation, le téléchargement et la réutilisation des images, même si elles ne sont pas toutes réutilisables librement. Dans le chapitre 4, on parle donc des usages scientifiques et de ce qui est possible aujourd'hui en termes de publication et de recherche au sens large avec plusieurs éléments. Un focus ici qu'on a choisi de faire sur les freins encore actuels. Alors là, on repart du rapport de 2018 hein, où il y avait eu un certain nombre d'éléments de constats qui étaient sortis de l'enquête. Et notamment le fait qu'aujourd'hui encore, l'utilisation des images patrimoniales dans des publications scientifiques, notamment celles qui sont publiées en ligne, est encore compliquée pour des raisons de coût, pour des raisons de statut ou de conditions d'utilisation. Et donc là, on vous a mis par exemple un article de Sophie Kra et Constance Morteau qui pointait justement cette problématique pour les revues, notamment en art, mais également plus largement. Et puis, peut-être que vous êtes au courant depuis quelques années, depuis la directive sur le droit d'auteur de 2019 au niveau européen, il y a la possibilité de mettre en place une licence collective étendue qui permettrait, si elle voit le jour en France, de pouvoir un peu illustrer beaucoup plus facilement des publications en open access en ligne. Et actuellement, cette licence collective étendue est depuis plusieurs années en cours de négociation.
Il y a eu ce rapport, hein, cette étude sur l'utilisation d'œuvres relevant des arts visuels dans les publications scientifiques en 2021, mais actuellement, c'est toujours une négociation entre les ministères et les ayants droit. Voilà, donc tout ça pour rappeler la situation actuelle. Et puis, également dans ce chapitre, il y a deux autres sujets dont Federico va sans doute parler plus amplement tout à l'heure. C'est la question du statut multiple des images patrimoniales, parce que ce ne sont pas seulement des reproductions d'œuvres d'art, ce sont également des illustrations dans un certain nombre de publications, également des sources, bien sûr, qu'on peut étudier, hein, comme on étudierait d'autres sources. Et puis, ce sont également des données de la recherche, hein, de plus en plus avec cette problématique de comment donner accès aux données de la recherche et comment gérer les données de la recherche. Les images patrimoniales en font partie pour l'histoire de l'art, mais également pour des disciplines comme la géographie, l'histoire, la littérature, l'architecture, l'archéologie et parfois d'autres disciplines également. Et enfin, dernier point dans ce chapitre, c'est le protocole 3IF, dont je ne vais pas dire grand-chose, mais qui permet de faciliter l'interopérabilité entre les collections patrimoniales numérisées et qui permet par exemple de comparer des reproductions d'œuvres d'art provenant de plusieurs musées ou bibliothèques ou archives qui permettent d'utiliser ce protocole. Le chapitre 5 est consacré, comme le disait Martine tout à l'heure, à l'élargissement du champ des images et notamment à l'open content. Donc, dans ce chapitre, on a voulu pointer des bonnes pratiques qui permettent de faciliter, par exemple, la citabilité des images, puisqu'on entend souvent, quand on discute avec des professionnels du patrimoine, une critique qui est légitime, hein, de dire que bah, parfois les utilisateurs ne citent pas correctement les images, hein, ne citent pas correctement les légendes. Et on veut ici pointer le fait que bah, c'est aussi la responsabilité de l'institution de pouvoir proposer une citation facile, préformatée, comme vous le voyez ici avec cette capture d'écran du Princeton University Art Museum. Donc, ce sont des citations préformatées qu'on peut copier. Certains portails proposent même des citations copiables pour Wikipédia, pour une intégration directe dans un article Wikipédia. Voilà donc en termes de bonnes pratiques. On parle aussi dans ce chapitre des différents modèles de financement des numérisations. Donc là, on repart d'un certain nombre d'études, hein, notamment celle de Lionel Morel en 2017, et on montre bah, voilà, les différents avantages et limites de chaque modèle. Mais par exemple, celui qui consiste à faire payer la première numérisation d'un document, mais ensuite d'ouvrir la réutilisation de cette numérisation à tout le monde sans qu'il n'y ait de coûts supplémentaires pour les usagers. Et puis, comme le disait également Martine tout à l'heure, l'idée, c'est quand même que toutes ces bonnes pratiques permettent d'aller vers une ouverture et une gratuité très large, donc à une politique d'open content. Donc, c'est pour dire également que la plupart des exemples qui sont présents dans le recueil proviennent de portails d'institutions qui ont déjà mis en œuvre une politique d'ouverture des contenus. Alors, qui peut être très large ou moins large, mais en tout cas, il y a cette logique de quand on choisit des licences libres, il y a aussi derrière une volonté de pouvoir donner des indications précises aux usagers sur les réutilisations possibles. Et on constate que cet effort, il est beaucoup plus fort de la part des institutions qu'on appelle Open Glam, que de la part de celles qui n'ont pas encore avancé dans cette logique. Ces dernières années, on peut dire que cet engagement il a été mis en avant par plusieurs initiatives. L'Open Glam Survey de Douglas McCarthy et Andrea Wallace au niveau international. Et puis au niveau national, des rapports comme celui de l'agence phare sur l'open content, également l'Observatoire de l'open content, et puis Wikimedia France qui décerne depuis 2 ans maintenant le label Culture Libre. Donc ce label qui récompense les institutions culturelles qui ont fait déjà un premier pas, voire plusieurs pas, en direction d'une ouverture, donc à travers une participation à Wikipédia ou à Wikimedia Commons par exemple et également l'adoption de licences libres, hein, notamment la licence ouverte Etalab pour certaines. Voilà, pour terminer sur ce chapitre, peut-être un petit chiffre. L'Open Glam Survey, donc, qui est cette étude faite depuis 2018 au niveau international par Douglas McCarthy et Andrea Wallace, comptabilise toutes les institutions culturelles qui ont ouvert une partie de leur collection en ligne. Et actuellement, on dénombre 79 institutions culturelles françaises. Donc on est quand même encore loin de certains autres États comme l'Allemagne, par exemple, ou les États-Unis. Mais on espère que d'autres institutions suivront dans les prochaines années et peut-être grâce à ce recueil. Et je redonne la parole à Martine pour la suite des diapositives. Ouais.
Je sais qu'on est en retard et je ne dois plus, avec la clepsydre, de se vider, mais je vais juste vous parler des deux derniers chapitres très rapidement. Donc, le chapitre 6, prendre en compte les nouvelles éthiques, avec un certain nombre de thèmes, dont par exemple celui de l'accessibilité numérique des sites culturels, qui est aujourd'hui une obligation suite à un certain nombre de lois européennes et d'ailleurs françaises, qui font qu'aujourd'hui les sites privés et publics doivent se rendre accessibles aux personnes atteintes de handicap, notamment visuel. Et eh bien, il y a, alors, en France, ça bouge du côté des éditeurs numériques, mais ça bouge pas trop du point de vue du musée. Hein. Enfin, il y a peut-être des choses qui se passent, mais on ne les voit pas encore. Je voulais juste vous montrer la nécessité du texte alternatif. Donc, il s'est beaucoup répandu sur toutes sortes de supports. On la trouve aujourd'hui sur les PDF, sur les PowerPoint, dans Word, sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez un exemple du compte Twitter du musée Cooper Hewitt qui a écrit, et ça figure dans les ressources du chapitre, un guide de description des images pour les personnes malvoyantes. Donc, vous voyez, donc tous les tweets sont accompagnés de la description de l'image. De l'autre côté, vous avez le texte alternatif qui est proposé, je crois que c'est dans le diaporama même, dans PowerPoint, pour éventuellement donc donner un texte alternatif à votre image. C'est un énorme enjeu. Bon, je ne vous parlerai pas, mais il faut regarder un peu. En plus, le chapitre renvoie à des ressources plus développées. Un énorme enjeu aujourd'hui pour tous les sites culturels qui présentent des milliers, bien entendu, d'images pour que ce soit accessible à tous. Et puis, chapitre 7, pour finir, images de créatifs promesses éphémères. Là, on parle de deux choses, des NFT, dont on a listé un petit peu pas tant les avantages que les inconvénients, puisqu'on a quelques retours d'expérience de certains musées qui ont commencé à vendre des NFT. Disons tout de suite qu'il y a des points de fragilité assez énormes hein, dans ce mode de diffuser des images et d'en faire des objets, des pièces de collection. Donc, vous le verrez dans le recueil. Et puis également, donc, les tentatives de l'Italie récentes, mais sur lesquelles je ne m'étendrai pas non plus, c'est narré dans le chapitre, pour essayer d'exploiter ces biens patrimoniaux et financièrement, d'en faire une ressource financière et dans cet effort d'utiliser les images comme payantes, donc pour essayer de renflouer les caisses, en supprimant ce qui était le cas dans le Code des biens culturels avant, des usages gratuits pour des usages scientifiques ou de communication, etc. C'est une tentative qui a avorté parce qu'elle a été très critiquée, et à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Vous voyez ici le tarifaire, le tarifaire qui présentait des tarifs, on ne sait pas calculer sur quoi, mais qui étaient extrêmement détaillés par type d'usage, et donc tout usage était payant. Et puis, dans les débats qui ont eu lieu autour de ça, alors, un décret de cette année a discrètement ramené fait machine arrière, et donc il y a à nouveau, pour les usages scientifiques, d'études, etc., une gratuité qui est accordée, mais il n'y a eu aucune publicité, c'est vraiment quelque chose de très discret, puisque évidemment le gouvernement ne voulait pas se déjuger. Dans tous les débats qu'il y a eu autour de cette question, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été dites, notamment sur le côté extrêmement archaïque et improductif aujourd'hui de faire payer les images dans la société telle qu'elle est. La Cour des comptes italienne elle-même a mis en avant le fait qu'il s'agissait d'une mesure bureaucratique rétrograde et que pour être dans l'ère numérique, il fallait aller vers l'open content. Il y a eu vraiment des plaidoyers intéressants. Voilà, j'arrête là et je vais repasser la parole à Federico, qui est le grand maître de la deuxième partie, avec juste le rappel donc, que le recueil sera publié la semaine prochaine, et puis la mention des billets qui seront associés dans le carnet hypothèse numérale, dans la section iconote dont a parlé Damien, et la publication d'un article de présentation du recueil dans l'OCIM, bien détaillé, dans l'OCIM, donc prochainement. Je ne sais pas, Damien sait exactement, mais je ne sais plus quand est la parution de la lettre, mais peut-être novembre. C'est prévu fin novembre, Fin a novembre. priori. Voilà. Merci beaucoup, Martine et Damien. Donc, on passe à la deuxième partie de ce webinaire. Je rappelle à tout le monde, aux participantes et aux participants, que vous pouvez poser vos questions dans les questions et réponses, le bouton que vous avez en bas de votre écran de Zoom, pour qu'ensuite les intervenantes et les intervenants puissent répondre à vos questions ou qu'on puisse vous donner la parole pour intervenir lors de la dernière partie de ces webinaires. Et donc, on passe à la deuxième partie, cette table ronde autour du recueil.
Euh, la première à intervenir sera Anne-Laure Donzel, avec une intervention autour du chapitre 2, donner accès aux images et 3, donc informer sur les conditions d'utilisation. Anne-Laure est co-garante et consultante senior chez Data Activist, une coopérative spécialisée dans l'accompagnement des institutions, des collectivités et des entreprises à l'open data. Archiviste de formation, elle a été chargée des projets d'archivage des données et déléguée à la protection des données dans des collectivités, dont dernièrement à la région Bretagne. Elle s'intéresse particulièrement aux questions juridiques et au cycle de vie des données, de leur production jusqu'à leur réutilisation. Et donc, je vous laisse la parole, Amila. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette invitation et bravo pour ce travail d'acculturation à destination, on l'a vu, plutôt des professionnels, alors soit installés, soit en devenir. Je pense que c'est quelque chose qui est important et qui vient combler un vrai manque. Ça peut encore surprendre qu'aujourd'hui, en 2024, on en soit là. Mais ça reste cette diffusion des contenus, ce partage des contenus et des données reste un sujet qui est encore assez mal maîtrisé et assez mal compris par de nombreux acteurs et en premier lieu par des acteurs institutionnels. Et donc je pense qu'il faut absolument accompagner les pratiques, faire du retour d'expérience, montrer des exemples et le recueil œuvre vraiment dans ce sens et donc c'est une très bonne chose. Donc, comme Federico l'a dit, je vais avoir une contribution sur les deux chapitres, le chapitre 2 et le chapitre 3 du recueil, à la fois sur donner accès aux images et les informations sur les conditions d'utilisation. Des sujets que je travaille beaucoup au quotidien dans ma pratique professionnelle actuelle parce que je travaille alors plutôt sur l'accès aux données que l'accès au contenu, mais je travaille aussi sur l'accès au contenu et je suis très attachée et très sensible au sujet des conditions d'utilisation, des règles d'utilisation. C'est vraiment des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, donc c'est pour ça que j'interviens sur ces chapitres. Et ils me permettent d'évoquer une notion qui me semble très importante et qui est très bien mise en valeur dans le recueil, c'est une idée de parcours dans le processus de diffusion des images, des contenus. Il y a vraiment une logique de penser de façon globale cette diffusion. Quand je parle de parcours, le terme de parcours est pas totalement le bon. Faut pas voir ça comme un parcours très séquentiel avec une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. C'est plutôt un ensemble d'étapes qu'il va falloir questionner, qu'il va falloir interroger et qu'il va falloir résoudre pour avoir une politique de diffusion de ces images cohérente qui peut tendre vers l'open content comme ça a été mentionné, mais pas forcément, mais qui, à minima, offre voilà, une structure cohérente et permet, malgré tout, à des usagers de comprendre de quoi ils retournent sur ces images. Si les étapes et les questionnements ne sont pas pris en compte, le risque, c'est vraiment d'avoir à des moments, voilà, pour parler très trivialement, des espèces de trous dans la raquette et des choses qui ne vont pas être logiques, qui ne vont pas être cohérentes. Il y a énormément d'exemples. On dit qu'on ne parlait pas trop des mauvais exemples, mais il existe des mauvais exemples, des choses voilà, qui ne sont pas logiques, où vous allez avoir une licence libre extrêmement permissive, mais vous n'allez pas pouvoir permettre le téléchargement des images. C'est un exemple d'incohérence qui existe. Et là, vous voyez bien qu'on n'a pas pensé la politique de diffusion de façon globale, et donc on a des choses qui ne fonctionnent pas. Et ce qui est important de voir pour moi, c'est que ce parcours de diffusion, cette politique de diffusion que doivent mettre en place les institutions, elle fait totalement écho au parcours
que vont réaliser les réutilisateurs ou les réutilisatrices quand ils vont chercher des images, quand ils vont chercher à exploiter des images. Euh, Damien Peterman a montré le guide qui avait été fait en 2021, qui lui est plutôt à destination des personnes qui recherchent des images. On a vu aussi là les étapes. Et en fait, les étapes entre enfin, celles qui vont être du côté institution et celles qui vont être du côté vraiment des réutilisateurs, des usagers et des usagères, se font écho. Et il faut vraiment que ces deux parcours, ces deux façons d'aborder les choses entrent en résonance. Elles doivent pouvoir se répondre l'une à l'autre parce que, comme j'ai dit, les oublis ou les incohérences côté institutionnel vont entraîner des difficultés pour la réutilisation et dans des cas, c'est extrêmement préjudiciable parce que ça peut mettre en péril des projets de recherche, mettre en péril un certain nombre de choses. Donc il faut vraiment penser cette logique, enfin vraiment penser cette diffusion, cette politique de diffusion dans une logique vraiment très globale et penser à tous ces éléments et voir les imbrications qu'ils ont les uns avec les autres et le recueil peut aider en cela. C'est un travail qui n'est certes pas simple et qui souvent, malheureusement pour les institutions, comme on parle de numérique, va être abordé sous un angle très technique. On va tout de suite se questionner sur les technologies de la visionneuse, éventuellement sur les formats à mettre à disposition, etc. Alors que finalement, c'est pas ce qui est le plus central ou c'est pas la première chose à laquelle on doit penser. C'est un élément qui est important, qui est indispensable mais sans doute pas le premier auquel il faut réfléchir. À partir du moment où vous vous intéressez à la qualité des images, à leur format, etc., c'est que déjà vous avez réussi à résoudre un certain nombre d'autres étapes, d'autres éléments, et que voilà, vous avez déjà mis un certain nombre de choses derrière vous. Et si on revient à cette notion de parcours, je pense qu'il faut aussi réussir du côté des institutions à se départir en quelque sorte des certitudes qu'il peut y avoir sur la façon dont les personnes vont rechercher les images. Et il faut aussi bien être au clair avec ce dont on dispose et comment, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à disposition, sous quelle forme. Et là, on rejoint des pratiques qui sont des pratiques anciennes, des établissements culturels, qui sont les activités scientifiques de description, d'indexation, de catalogage, comment sont structurées nos informations et comment on va pouvoir les mettre à disposition. Là aussi, Damien Peterman a montré des exemples de formulaires de recherche avec des filtres et des critères extrêmement intéressants, des choses très poussées aujourd'hui sur les formats, sur les couleurs, sur des choses comme ça. Mais pour en arriver là, il faut bien s'interroger sur ce dont on dispose, la forme dont tout ça est structuré aujourd'hui, et est-ce qu'on est en capacité et comment, jusqu'où on peut aller. Et tous ces éléments-là, ce sont des éléments extrêmement importants à avoir en tête et sans doute à mettre avant les aspects techniques. Voilà, c'est encore une fois cette structuration des catalogues ou des inventaires qui vont entraîner la richesse des critères de recherche que vous allez proposer, qui vont favoriser bien évidemment la découvrabilité des contenus, qui vont faciliter voilà, le potentiel, l'exploitabilité du potentiel de vos contenus. Et il faut rappeler à ce moment-là, parce que je pense que c'est toujours bon de le redire, qu'une œuvre numérisée, une œuvre numérique est un ensemble d'éléments qui est composé à la fois de l'objet en lui-même, de l'artefact et de toutes les données associées, donc de toutes ces métadonnées. Et c'est la richesse de ces métadonnées-là euh, qui vont entraîner la richesse des possibilités de recherche. Et si on part de quelque chose de relativement pauvre, il va falloir sans doute travailler très en amont sur ces descriptions avant de chercher à faire quelque chose avec un effet waouh incroyable. Euh, on en est vraiment là au moment de la découvrabilité. Si on se repositionne dans le parcours côté réutilisateur et utilisatrice, le parcours souvent s'arrête ici. Puisque les personnes soit n'ont pas trouvé des images qui les satisfaisaient complètement, soit
les ont trouvés, mais se retrouvent face à une autre difficulté qui a été mentionnée, c'est la capacité à les télécharger, la capacité à s'en emparer pour éventuellement ensuite les réutiliser. Et ça, c'est encore aussi quelque chose qu'on retrouve très souvent sur les possibilités de téléchargement. C'est très, c'est assez différent d'un site à l'autre. Voilà, on a encore des sites qui existent. Alors moi, je connais plus le sujet des archives, comme ça a été mentionné, mais vous avez encore des sites qui ne proposent pas de fonctionnalité de téléchargement, ce qui est assez problématique, ou alors qui proposent du téléchargement unitaire, ce qui, quand on est des recherches ou des choses comme ça, sont assez inconfortables, sont assez complexes, parce que vous allez devoir passer énormément de temps à constituer votre corpus, alors que le numérique peut permettre de sélectionner un certain nombre d'images et de les télécharger en masse. Donc voilà, il y a encore des questions à régler aussi du côté du téléchargement. Et puis, une fois que vous avez téléchargé vos images, vous pouvez vous retrouver dans des cas où vous avez une jolie mention qui a été mise sur l'image et qui vous empêche d'en faire aussi quelque chose par la suite. Vous avez un joli filigrane qui vous rappelle vos droits et qui parfois vous dit même que vous avez le droit de réutilisation, mais c'est marqué en gros sur l'image, donc c'est gentil de me dire que je peux réutiliser cette image, mais je n'en ai pas envie parce qu'elle a été, voilà, elle a été rendue inexploitable avec cette mention. C'est des vrais cas qui existent, encore une fois, du côté des archives. Et ce genre de choses, c'est vraiment là aussi des mauvaises pratiques qu'il faut éviter, parce que même si vos conditions d'utilisation sont très ouvertes, de fait, vous empêchez la réutilisation. Vous n'allez pas mettre une image avec un énorme filigrane au sein d'une publication. Donc l'usager va être obligé de vous contacter, de vous demander, etc. Donc ça prend énormément de temps et c'est assez contre-productif. Et on en arrive justement aux possibilités d'utilisation. Là encore, dans le parcours réalisé par les institutions culturelles, souvent cette idée des possibilités d'utilisation, des conditions d'utilisation, se retrouve limitée au choix d'une licence. Et je dis bien d'une licence. On a l'impression souvent qu'il faudrait appliquer la même licence à l'ensemble de ces de ses productions, de son patrimoine en tant qu'institution. Sauf que ça n'est pas pas toujours judicieux, puisque suivant l'hétérogénéité de vos collections, une même licence ne va pas forcément s'appliquer à tout. Donc il faut penser de façon un peu plus voilà, subtile et un peu plus au cas par cas, ce qui est complexe là aussi, ce qui va être assez lourd notamment à gérer dans des outils métiers, de se questionner sur les conditions à appliquer à chaque œuvre. Mais je pense que c'est aussi quelque chose d'important à avoir en tête, que le choix de la licence unique n'est sans doute pas toujours une bonne pratique. Il ne faut pas s'interdire d'aller sur diverses licences, avec une condition, c'est de bien faire apparaître ces licences et de bien les rendre visibles et compréhensibles pour les usagers. Il faut aussi que les institutions arrivent à sortir et à se départir du réflexe un peu de crainte, de protection sur les images et les collections, avec la peur de qu'est-ce qu'on va faire de mes images, comme si les images appartenaient à l'institution. Voilà, il y a encore de vraies craintes sur ces sujets-là. Il faut réussir à rassurer, à expliquer en quoi consistent les licences, en quoi consistent tous ces éléments-là. Auprès des professionnels pour voilà, qu'on réussisse à trouver le meilleur cadre d'utilisation, de réutilisation, de favoriser les usages au maximum pour les personnes qui souhaitent faire des réutilisations de ces contenus. Et un tout petit point, parce que ça me semble important, là aussi parce que je viens du domaine des archives et que ça a été très pratiqué, hein, vous avez un cadre juridique qui
autorise aujourd'hui pour les contenus culturels numérisés, qui autorise la mise en place de redevances pour l'exploitation des contenus. Il faut bien avoir en tête que ce cadre de redevance est un cadre vraiment d'exception, qu'il n'a aucun caractère obligatoire et qu'il doit être assorti de conditions très strictes. La directive européenne à l'origine et la transposition française est très claire. Il faut des conditions très strictes et notamment que ces redevances soient basées sur des critères objectifs, transparents et vérifiables. Et cette notion de transparence, là aussi, est très importante. Si vous avez des licences ouvertes ou si vous avez des licences libres, c'est très important de communiquer dessus. Mais encore plus, je dirais, si si vous pratiquez une grille tarifaire spécifique, il faut absolument euh, et vous êtes dans l'illégalité si vous ne le faites pas. Il faut absolument que ces règles de calcul des tarifs soient accessibles, soient diffusées, soient communiquées. Là aussi, sur ce sujet-là, l'accessibilité est à comprendre dans tous les sens de terme, accessible parce qu'il faut pouvoir trouver ces éléments, que ce soit sur les licences ou que ce soit sur les redevances. Ça doit pouvoir être trouvé facilement sur le site et ça doit être très facilement compréhensible par les usagers et les usagères et les réutilisateurs potentiels. Donc dans un langage simple, clair, avec des exemples, c'est vraiment des choses qu'il faut arriver à faire. J'en arrive à la fin, je suis dans les temps. Le recueil, dans son intégralité, à mon sens, montre bien à quel point une politique de diffusion est une imbrication de choix qui sont des choix techniques, organisationnels, stratégiques, politiques, juridiques. Il faut balayer tous ces champs-là pour avoir quelque chose qui va vraiment va être pensé de façon cohérente et va être vraiment au service des publics. Et pour moi, le parcours que j'ai mentionné, il ne s'arrête pas une fois que les images sont diffusées, une fois qu'elles sont mises en ligne, et si on a coché toutes les cases du recueil. Le parcours va se poursuivre pour l'institution dans les différentes interactions qu'elle va pouvoir avoir avec ses communautés d'utilisateurs, d'utilisatrices. Il faut vraiment rechercher et favoriser cet enrichissement mutuel et cela nécessite un rapprochement usager et institution qui va être traité par la suite. Je suis convaincue que les institutions doivent aussi lâcher un peu prise sur leur contenu et doivent se laisser surprendre par les usages académiques, citoyens, créatifs qui peuvent être réalisés et être fiers aussi de contribuer à une réelle diffusion et à une dissémination de la culture et du patrimoine. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à la personne suivante. Merci beaucoup, Anne-Laure. Oui, la personne suivante, je passe un exercice bizarre, je m'auto-présente. Donc, Frédéric Honour, je dirige les services numériques de la recherche à l'Institut national d'histoire de l'art depuis 2021. Titulaire d'un doctorat en architecture et urbanisme et archéologue de formation. Avant d'arriver à l'INHA, j'ai été chercheur associé à l'Université de Sassari en Sardaigne. J'ai travaillé à la direction scientifique et technique de l'Institut national de recherche archéologique préventive, donc l'IRAP, à Paris. Mes principaux thèmes de recherche concernent le développement numérique et la gestion des bases de données appliquées à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel. Et aujourd'hui, je vais vous parler du 4e chapitre du recueil. Et pour ce faire, j'utiliserai la structure du recueil. Donc, à partir de la présentation, un chapitre très dense qui présente d'abord les humanités numériques. Donc, les humanités numériques, déjà, c'est un concept et un terme d'une transdiscipline qui fait que les humanités sont à la fois numérisées, numériques, parce qu'il y a du travail computationnel dessus, et donc c'est aussi l'utilisation des outils numériques dans les sciences humaines. En France, l'histoire d'amour entre les numériques et l'histoire de l'art commence aux années 80 avec Jacques Tullier et l'histoire de l'art moyenne informatique. Mais aujourd'hui, je me sens de pouvoir dire que les concepts même d'humanité numérique devraient être dépassés parce que le numérique est dans les sciences humaines et donc aussi ce qui émerge de ces recueils
et en effet que les humanités numériques sont la recherche aujourd'hui en sciences humaines. C'est très difficile de trouver des projets qui n'aient pas des volets numériques. Je vais pas, c'est rapide parce qu'à l'INHA, donc j'essaierai d'exemplifier pour chaque point des éléments. À l'INHA, les choix a été faits à partir de 2020 d'avoir un service numérique de la recherche. Donc, un service qui à la fois est à l'appui de la recherche en histoire de l'art et archéologie, mais qui mène aussi des recherches dans le cadre de l'utilisation des outils et des pratiques numériques en histoire de l'art, en archéologie. Et comme Damien et aussi Martine l'ont dit, vous pouvez trouver les informations concernant les services et pas que, aussi les carnets iconotes et d'autres ressources dans les carnets de recherche hypothèses du service. Ensuite, il y a un autre concept qui est celui de la science ouverte. Donc, cette idée désormais devenue loi, donc une obligation de la part des chercheuses et des chercheurs d'ouvrir à la fois le libre accès aux publications scientifiques, l'accès à la donnée, ce qu'on appelle open data, l'accès au contenu visuel, qui est ce dont nous parlons aujourd'hui, mais aussi l'accès aux codes sources qui font tourner, donc l'ouverture des codes sources qui permet d'utiliser, je pense par exemple, les visionneuses pour l'utilisation d'images. Et tout ça pour adhérer à des principes, un principe qui est celui du faire. Donc l'idée que la donnée et les contenus aussi, y compris les images, doivent être faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables tout au long de la vie de la donnée. Exactement comme le disait Anne-Laure, ça ne s'arrête pas avec la publication, c'est grâce aussi à la réutilisation et à l'enrichissement des connaissances qu'on peut avancer dans ces domaines. Et à l'INHA, encore une fois, à partir de 2023, l'Institut s'est doté d'une charte institutionnelle pour la science ouverte que vous pouvez télécharger depuis le site institutionnel de l'INHA et dont les liens sera bien affiché dans les recueils de bonnes pratiques. Et évidemment, on part d'une expérience au quotidien sur le terrain pour transformer tout ça dans un engagement vers une démarche d'ouverture et de mise à disposition des données. À la fois nos données patrimoniales, donc du côté de la bibliothèque, avec la bibliothèque numérique qui livre une grosse partie de ses contenus avec une licence étalable, mais aussi avec les images comme données de la recherche, on en parlera dans quelques minutes, dans le cadre de la plateforme de données de la recherche de l'INHA, donc Agora. Et aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités pour les chercheuses et les chercheurs, sont le fait de pouvoir déposer ses propres images, publications scientifiques, etc., dans des entrepôts institutionnels. Et là aussi, il faut faire s'acculturer parce que il y a des entrepôts généralistes comme Zenodo qui est promu par la Commission européenne qui a soutenu cette politique d'ouverture des données et d'une façon large. On peut y déposer du code source, mais des présentations comme celle que je montre aujourd'hui. Donc, voilà. Ensuite, côté sciences humaines, en France, nous avons la chance d'avoir un entrepôt disciplinaire qui est NACALA et qui permet aussi le dépôt d'images avec une déclaration assez claire de ce qui sont les licences appliquées à nos images de recherche. Donc, quand nous constituons un corpus d'images de recherche, une forme de pérennisation et de mise à disposition, faire des données et de les déposer dans NACALA, si possible, avec l'ensemble des métadonnées qui vont avec pour les décrire. Et encore, il a été cité déjà aujourd'hui, l'archive ouverte pour les publications scientifiques en France
qui est en ligne depuis 2001 et que aujourd'hui est vraiment l'outil de référence pour la mise à disposition des publications scientifiques en France et bien sûr aussi soumis à des règles en ce qui concerne le respect des droits d'auteur et des normes au sujet de la publication d'images. Les images qui sont, voilà, pas seulement les images patrimoniales, font partie des données de la recherche. Et j'ai déjà cité, et j'y reviens, un exemple, Agora, donc la plateforme des données de la recherche de l'INHA. Nous avons de fiches très riches qui sont des fiches de redocumentalisation, donc qui ne décrivent pas simplement l'objet, mais qui ajoutent et enrichissent la documentation faite par les institutions patrimoniales grâce à la couche des recherches portées par les chercheuses et les chercheurs de l'Institut et ses partenaires, et évidemment les images qui vont illustrer nos données sont strictement liées aux métadonnées qui vont avec. Et si pour le métadonnées, nous pouvons garantir l'utilisation des licences Creative Commons Attribution 4.0, pour les images, à chaque fois, nous sommes obligés à reporter, bien évidemment, les copyrights, ou dans ces cas-là, avec un copyright du Met, alors que là, c'est une image ancienne, le Met, heureusement, désormais a une politique, lui aussi, de mise à disposition de données visuelles. Donc, mais pour la plupart, sont des accords entre le partenaire. Et donc, souvent, on a des difficultés dans la communication. Je pense notamment au cadre du RNN, donc du réseau des musées nationaux. Et nous avons quand même des exemples vertueux comme les Digital Murray, où on s'appuie sur des données qui sont des données de la BNF, qui viennent des Gallica, qui sont donc dans les domaines publics, et donc qui nous ont permis à Cécile Colonna, qui était conseillère suite à Martine Desnoyelles pour l'histoire de l'art ancienne et l'archéologie, de publier par exemple le Digital Murray, donc l'enrichissement d'un recueil des dessins du 19e siècle, dessiné par Jean-Baptiste Murray. Je vous laisse consulter le site pour aller au-delà. Et une avant-première dont les liens je ne peux pas encore communiquer, mais qui est La Fabrique de l'art, donc couleurs et matériaux de l'enluminure, portée par Charlotte Desnoël à la BNF et Sigrid Mirabeau du ministère de la Culture, où l'image est enrichie par des annotations sémantiques qui permettent d'étudier les analyses faites, les analyses physico-chimiques faites sur les images. Donc, vous voyez que l'image devient vraiment un support pour la recherche. Pour favoriser l'interopérabilité, tout le monde en a parlé, les protocoles Triple-IF, voire les cadres internationaux d'interopérabilité des images, International Interoperable Image Framework. En France, Biblissima fait partie, et la BNF font partie du consortium international du 3IF. Et l'idée du 3IF est d'avoir plusieurs producteurs d'images qui mettent à disposition à travers ces protocoles pour qu'on puisse visionner sans devoir nécessairement stocker les images dans des formats différents, en ajoutant des annotations et en créant des expositions virtuelles. Et le ministère de la Culture, le 21 mai 2024, a livré une note de recommandation d'utilisation du protocole 3IF en invitant à généraliser l'usage du 3IF dans les établissements pour les ressources pertinentes. Donc, c'est vraiment une incitation du ministère qui va vers une belle direction. Et à l'INHA, encore une fois, l'utilisation du 3IF est très répandue. Les images notamment d'Agora, de la bibliothèque numérique, sont mises à disposition à travers ces protocoles, mais on a aussi des cadres de collaboration entre la bibliothèque et la recherche, comme PANS, donc la plateforme d'édition numérique des sources enrichies, portée par Jean-Christophe Carius d'un point de vue numérique, ingénieur de recherche à l'INHA, et dont le 3IF permet de structurer l'image même en base de données grâce aux annotations qui sont intégrées dans le
ce qu'on appelle les manifestes, ces fichiers hyper légers qui voyagent dans le web. On a cité les enjeux environnementaux liés au numérique. Donc, moins de données bougent et mieux c'est pour l'environnement. Et encore, si on considère les potentiels du 3IF, donc là, c'est par exemple, toujours dans PANS, l'intégration d'images qui viennent d'un côté de la bibliothèque numérique de l'INHA et de l'autre d'un catalogue des ventes qui est déposé à la BNF. Mais ensuite, l'idée, je saute, qu'il y a encore des limites. Le manque d'un moteur de recherche global pour les 3IF, le manque de pérennité des sources, le manque d'un standard pour les métadonnées dans les manifestes. Mais je vous invite, ceux qui ont déjà un certain âge, comme moi, si vous vous souvenez le début du web avec AltaVista, ensuite absorbé par Yahoo, bah, c'était assez décevant de faire des recherches dans ces genres de moteurs de recherche. On ne trouvait jamais rien. On se demandait à quoi ça sert pour les sciences humaines le web. Alors qu'aujourd'hui, quand on fait recherche sur un moteur de recherche poussé comme Google, quand même, le web des données nous fournit plein d'informations qui sont issues souvent de nos recherches. Mais sur ça, nous y reviendrons sur les perspectives. Pour les perspectives, je souhaite citer un projet qui a été financé dans le cadre du Fonds pour la science ouverte et qui est porté par Juliette Hubert de l'UAR Invisu INHA et qui souhaite mettre au centre de la publication scientifique l'image. Donc l'image au cœur de la démonstration scientifique grâce au 3IF qui permet aujourd'hui d'incorporer l'image dans l'article, mais l'idée c'est vraiment de changer complètement la donne en mettant l'image au milieu, en notant l'image et en recomposant un article à partir de ces protocoles. Et bien évidemment, il y a aussi des perspectives qui sont liées à l'intelligence artificielle. Et donc là, il s'agit d'une image d'un anonyme, d'un peintre anonyme germanique du XVe siècle, connu comme le maître des Saint-Séverin, qui est inédite jusqu'ici. Et j'ai demandé au ChatGPT 4o, donc un modèle LLM, s'il pouvait me faire une analyse iconographique à partir de l'image sans aucune métadonnée associée. Et le résultat est assez frappant parce que de toute façon, le fait que la machine arrive à reconnaître la scène religieuse avec ses personnages principaux, un cadre architectural qui reconnaît comme l'intérieur du temple de Jérusalem avec tout un tas d'éléments symboliques aussi liés à la liturgie, mais encore avec une analyse iconographique qui fait en sorte que chaque personnage est analysé, peut-être d'une façon simple, mais quand même étonnante, plus tout un tas d'éléments qui associent cette œuvre à la peinture flamande dont les maîtres des Saint-Séverin s'inspiraient et nordiques de la fin du Moyen-Âge. Donc, on est exactement dans cette période avec les réalismes de détails, les couleurs vibrantes et les caractères narratifs de la chose. Je la fais bref. Vous voyez qu'on est dans un cadre nouveau, mais je pense qu'on en parlera quand on ouvrira sur une nouvelle éthique de l'image. Il y a quand même des risques, et je vais vers les conclusions, parce que, je l'ai dit, le web a pas mal évolué depuis sa naissance aux années 90, la naissance du web commercial, avec l'HTML et les pages statiques. Nous avons vécu le web 2.0 avec les pages dynamiques, l'interaction et les réseaux sociaux, les dispositifs portables. Ensuite, nous sommes en plein dans le web 3.0, donc la construction du web grâce aux données, grâce aux ontologies et à la sémantique. Mais nous allons vers un web qui est de plus en plus dominé par l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle le métaverse. Et donc, permettez-moi d'alerter, parce que je clôture avec un risque qui prend je m'inspire au concept marxiste porté par Lukács et Gramsci de réification. Donc, nous assistons à quelque chose d'inédit dont la production intellectuelle payée par la recherche publique est mise en données, que ce soit de tablaires, des images, etc. On l'ouvre avec de bonnes raisons éthiques
élargissement de la connaissance, de démocratisation, mais on a bien vu que ceux qui sont les plus adaptés à faire du moissonnage aujourd'hui sont d'habitude les grandes plateformes numériques qui ont la possibilité d'en faire une marchandise et donc de transformer tout ça grâce à la fois à l'intelligence artificielle, mais à la réutilisation sur le web, obtenir une plus-value qui est totale parce que la production coûte zéro. Et ce qui est assez frappant est qu'il y a une fourchette énorme entre ce qui sont les profits des grandes plateformes numériques qui grimpent et une baisse constante de financement de la recherche publique en sciences humaines, malgré toutes les incitations à l'ouverture de ces données si importantes. Malgré ça, je pense que l'unique façon pour contraster tout ça est que, en tant qu'historien de l'art, archéologue, chercheur et chercheuse, on participe de ces dynamiques, on arrive à constituer nos propres corpus, à savoir les défendre grâce à la bonne citation des licences et de producteurs, donc une mise à disposition pour, et je l'ai fait d'une façon absolument provocatoire, éviter qu'on arrive en retard et on rate un train, comme j'ai demandé de produire au créateur d'images Dali à travers Bing. Et là, je m'arrête et je laisse donc la parole à Georges Magnier pour qu'il nous parle du chapitre 5, donc élargir le champ des images, faciliter réutilisation et partage, et 6, prendre en compte les nouvelles éthiques. Et Georges a un double cursus Sciences Po et ensuite Histoire contemporaine et médiévale. Il est directeur des musées de Reims depuis 2015. Il a dirigé la politique d'évolution du portail des collections vers le partage des collections en open content, pour lesquelles les musées de Reims a reçu en 2023 le label Wikimedia Culture Libre. On parle bien du musée numérique des musées de Reims, lancé en 2020. Et donc, Georges, je vous laisse la parole. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord pour cette invitation, et puis bravo aussi pour ce guide que nous aurions été très, très heureux à Reims d'avoir pour accompagner nos premiers pas, mais qui encore aujourd'hui, finalement, nous donne aussi matière à réflexion pour des évolutions à venir, puisque évidemment, en cette matière, il y a toujours beaucoup d'améliorations à apporter. Et donc oui, ce que je voulais, c'était simplement partager avec vous un regard très, très pratique d'une institution, les musées de Reims, qui ont fait ce choix de se lancer en 2020-2021 dans une logique d'ouverture de leur contenu et de me focaliser plus particulièrement effectivement sur deux aspects de ce guide, hein, sur lesquels je vais revenir tout de suite, juste pour vous rappeler voilà, le réseau des musées de Reims. Hein. Donc nous avons six établissements ouverts au public, hein, dans le musée des Beaux-Arts qui est fermé pour travaux, puis un centre de conservation mutualisé, donc qui forme le réseau des musées. Nous sommes à peu près une centaine d'agents pour l'animer. Hein. Alors donc le premier enjeu, qui est celui du chapitre 5, c'est effectivement comment élargir le champ des images, donc faciliter à la fois la citabilité, le partage et les réutilisations. Alors pour ça, je voudrais revenir assez rapidement, hein, sur notre démarche qui a été marquée par ce que l'on a appelé la mise en service de notre musée numérique, donc en 2021. Avec ce choix de l'open content. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la jeunesse de ce projet, mais au fond, ce qui nous a paru, c'est à la fois évidemment le potentiel en termes de visibilité que nous offrait cette démarche, le fait aussi, hein, que, ça nous en sommes convaincus, les collections que nous conservons, comme dans l'immense majorité des musées, sont pour leur plus grande partie non visibles du public. Notamment aussi là parce que nous sommes, nous, à Reims, dans une phase de travaux et que notre musée des Beaux-Arts est fermé plusieurs années pour travaux. Et donc, ça a été un petit peu le déclencheur de se dire comment à la fois ces œuvres en réserve et ces œuvres non accessibles du fait de musées fermés peuvent être mises à disposition du public. Et donc, ça a été notre démarche avec un calcul aussi qui était un calcul économique assez basique. Hein, c'est que auparavant nous vendions
comme un certain nombre de musées, nos images, et ça ne couvrait évidemment pas, en gros, je crois que notre revenu annuel, c'était entre 1000 et 1500 euros, et donc vous imaginez bien que le temps de traitement des dossiers, notamment de perception de ces redevances, etc., était évidemment totalement disproportionné par rapport aux gains qu'on pouvait en tirer. Donc il n'a pas été trop compliqué de convaincre nos tutelles qu'il était plus intéressant de se lancer aussi d'un point de vue de visibilité dans cette démarche. Donc le choix que nous avons fait, c'est de mettre en ligne d'abord un corpus lié à nos collections de beaux-arts, hein. Et donc, à travers une plateforme que nous avons créée nous-mêmes, hein. Donc nous utilisons comme logiciel de gestion le logiciel Micromusée, hein. Et on a donc créé cette plateforme, hein, qui aujourd'hui permet d'accéder à un peu plus de 20 000 œuvres en ligne, hein, avec des images. Donc je crois que ça monte un petit peu, mais un peu plus de 40 000 images en usage libre, et puis un certain nombre d'images en haute définition. Et puis autour de ce cœur, évidemment, qui est la base des collections en ligne, on a proposé un certain nombre d'autres expériences, des expositions thématiques, des œuvres en gigapixels, etc. Là maintenant, des œuvres en 3D, notamment, ou des visites virtuelles, hein. Pour vous donner une idée aujourd'hui, hein, de la fréquentation, donc le musée numérique, donc ce volet-là du site internet des musées représente à peu près, c'est assez régulier, la moitié, hein, de la fréquentation globale de notre site institutionnel, hein. Donc voilà, à peu près 45 000 pages vues sur le mois de septembre. Alors le trio de tête, donc on a des notices, hein, alors c'est pas les images téléchargées, mais c'est les notices consultées, hein. Alors voilà, la mort de Marat qui est assez classique, la paix des moissonneurs, bon, et puis le drapeau nazi. Alors ça c'est c'est sans doute lié au fait que nous sommes bien référencés dans Google. Et effectivement, si vous tapez drapeau nazi, bah, le second résultat, je crois, de la recherche, c'est la notice associée dans les musées de Reims. Enfin, je ne sais pas quelles sont les motivations de cette recherche, mais en tout cas, voilà, c'est un constat. En gros, à peu près 800 utilisateurs site par jour. Et on a fait ce choix au bas de chaque notice d'œuvre, de proposer une boîte de commentaires. Alors en général, on a assez peu de commentaires chaque mois, hein. Ça va de deux, là vous voyez en septembre, à une dizaine à peu près, hein, c'est l'ordre de grandeur. Mais par contre, ça fait partie de cette démarche de recueil de la parole et de commentaires qui souvent sont vraiment utiles. On en a peu, mais on a effectivement un certain nombre d'utilisateurs qui nous signalent au bas de telle image, par exemple, que la localisation n'est pas la bonne, que l'attribution n'est pas la bonne. Et donc, on a vraiment, grâce à cet outil-là, des commentaires peu nombreux, mais qui par contre permettent qualitativement d'améliorer notre connaissance de chacune des œuvres qui sont commentées. Et puis les téléchargements, là aussi, peuvent être très variables, hein, d'un mois à l'autre, mais c'est quelques centaines, hein, par mois à peu près. Et donc, je reviendrai juste après sur le fait que la grande question d'observation, c'était comment savoir à peu près ce qui est fait de ces images, notamment dans une logique de publication, puisque vous savez qu'on aime bien évidemment savoir, quand des publications sont faites sur nos collections, pouvoir les documenter. Et donc, on a mis en place une petite boîte de dialogue, hein, qui s'ouvre lorsque vous faites le choix donc, de télécharger une œuvre qui est disponible en haute définition. Et donc là, en fait, on va vous demander votre qualité, hein, donc si vous êtes un particulier. Là, on s'est inspiré vraiment de ce que fait le Getty, hein, c'est ça qui nous a influencé. Et donc, selon que vous êtes un particulier, surtout selon l'usage que vous avez, si vous avez déclaré un usage qui est celui de la publication, vous allez avoir une boîte de dialogue un peu plus détaillée avec un formulaire qui va se déployer pour vous demander quel est le sujet, le titre prévisionnel de la publication, son moment de parution, ce qui nous permet ensuite, nous, éventuellement, de retourner la personne pour essayer de, pourquoi pas, avoir un exemplaire de sa publication. Et si ça n'est pas le cas, donc là, vous arrivez avec un bouton qui vous permet de télécharger et vous avez en dessous généré automatiquement les mentions à faire figurer que vous pouvez sélectionner par un simple clic, donc avec le titre de l'œuvre, l'institution et l'auteur de la photographie notamment. Donc ça a été une manière de répondre à cet enjeu à la fois d'un partage large, mais d'essayer d'avoir un suivi quand même de certains usages qui nous intéressent d'un point de vue scientifique, notamment bien sûr les publications. L'autre aspect qui est évoqué dans ce chapitre, c'est évidemment la question du financement et des moyens, puisque effectivement, il a été rappelé au début de cet échange que toutes les institutions ne peuvent pas forcément se lancer là-dedans.
Chez nous, la grande chance que nous avons, elle est double, c'est d'avoir un service dédié au récollement, hein, c'est deux agents, dont le responsable de ce service, Fabien Leroux, mon collègue, est devenu le référent incontestable de la valorisation numérique des collections chez nous. Donc deux agents qui, depuis 2013 maintenant, ont travaillé et donc ont considérablement enrichi la qualité, hein, de notre base des collections micro-musées, en termes évidemment de description notamment, et aussi de photographie, puisque nous avons la chance d'avoir un photographe à temps plein dans les musées. Et donc, grâce à cela, évidemment, on a pu capitaliser, hein, sur cette base des collections qui était quand même extrêmement bien enrichie et qui a fourni évidemment le cœur ensuite de la mise à disposition auprès des publics. Sur le coût financier, par contre, en fait, il n'est pas si élevé que ça, hein. Vous voyez que pour créer cette base de consultation, on aurait pu recourir à un module préconçu, hein, la société, enfin, des sociétés le proposent. Nous, on a vraiment fait le choix de se créer un module de visualisation auprès du public à notre main pour y trouver les fonctionnalités qu'on souhaitait et pas être dépendant des évolutions que pourrait y apporter un prestataire. Et donc, ça nous a coûté assez peu. C'est une société qui s'appelle Alpha Mosa, qui d'ailleurs, je crois, depuis a été retenue par le musée des Confluences également pour travailler sur leur base des collections. Mais donc 46 000 euros, puis un financement effectivement à 50%, hein, par le programme de numérisation et de valorisation des contenus culturels apporté par le ministère de la Culture. Donc un coût financier qui est relativement modeste techniquement, mais avec cette condition en amont d'avoir effectivement des données à la fois images et bases de données qui soient évidemment de qualité. Ça, c'est le grand sujet. Et puis, il y a aussi dans le même chapitre une réflexion sur l'enjeu des frais de reproduction. Donc nous, on a fait le choix de ne pas demander, hein, de frais de reproduction. En fait, comme la plupart de nos œuvres en phare, entre guillemets, celles qui sont le plus demandées, sont déjà photographiées et disponibles en haute définition. Et donc, les demandes que l'on reçoit sont quand même très ponctuelles. Et donc, on a fait le choix de ne pas faire payer. Simplement, il y a effectivement une attente. On met ça sur le plan de charge du photographe en disant à la personne, effectivement, on va assurer la couverture photographique, mais bon, dans un délai raisonnable, en général, de quelques semaines, hein. Mais voilà, le temps que le photographe puisse traiter la demande, hein. C'est ce choix-là que nous avons fait, hein. Et puis derrière, une fois qu'on a mis l'outil en ligne, on essaye effectivement d'en faire un petit peu la pédagogie. Donc ça passe tout simplement par un tutoriel en vidéo qui essaye de montrer, réalisé par nos collègues, et qui essaye de montrer qu'est-ce qu'on peut faire en fait de cette base, quelles sont ces différentes options. Parce que même si on a essayé de la rendre assez intuitive, bon, malgré tout, comme on le sait, ces bases nécessitent quand même le temps de s'y plonger. Et donc voilà, un tutoriel qui nous permet de faire un petit peu la pédagogie. Alors sous un angle beaucoup plus qui est un petit peu différent, mais on a aussi lancé, une fois cette base des collections mise en ligne, un concours de création graphique chaque année où tous ceux qui veulent participer sont invités à s'approprier ces collections, à les détourner, à les réinterpréter selon un thème, hein, donc qui est imposé chaque année. Alors ça peut être la couleur, ça peut être le mouvement. Cette année, c'était le mouvement. Et donc, ça fait la troisième édition. On a à peu près 110 créations qui nous sont soumises chaque année, avec 3 prix, hein, qui sont remis, dont un prix d'ailleurs du public, donc pour choisir le lauréat. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'occasion à la fois de faire connaître cette ressource, ce qu'est le musée numérique et les collections en ligne, et puis aussi de faire un petit peu la pédagogie du droit des images, puisqu'effectivement, c'est l'occasion, notamment dans le règlement de ce concours, de bien expliquer qu'il y a deux types d'œuvres, hein, celles qu'on peut utiliser vraiment librement, puis celles qui sont encore soumises au droit des artistes. Et donc, c'est aussi l'occasion, par ce concours, de faire un petit focus sur la question du droit des images et de leur usage ou de leur réutilisation, y compris dans un contexte créatif. Et puis un autre aspect, bon ça c'est voilà, sur la médiation, mais on a un musée nomade, donc qui est une structure itinérante dans les quartiers de Reims et qui a un outil numérique qui en fait est directement connecté à notre base des collections et qui permet à des médiateurs, hein, de jouer avec un jeu de tablette et à peu près une quinzaine de participants eux-mêmes équipés de tablettes d'aller moissonner finalement dans ce musée numérique pour un certain nombre de médiations. Donc il y a évidemment des usages très concrets de cette base des collections, de cette base en ligne que l'on peut exploiter, y compris à des fins de médiation hors les murs, bien sûr, hein. Je ne reviens pas, puisque ça a été évoqué sur l'aspect, la participation à Wikimedia Commons notamment, le label Culture Libre, hein, et par exemple un projet, donc ça c'est la page de présentation sur notre site internet, et donc notamment un projet qui a été conduit récemment par mon collègue Fabien Leroux en lien avec l'école du Louvre, hein,
où un petit groupe d'étudiants de l'école du Louvre, suite à un téléversement d'un certain nombre d'œuvres de nos collections sur une thématique, qui est la collection Henri Vanier, qui est une collection historiquement importante dans nos musées, se sont ensuite attachés à enrichir un certain nombre de données, de métadonnées, de notices liées à cette collection sur Wikipédia, hein. Et donc, vous avez un rapport assez détaillé en ligne, j'ai mis le lien en dessous, sur ce projet, sur ses résultats, sur ses limites aussi, mais qui est tout à fait intéressant, une collaboration avec les étudiants de l'école du Louvre sur ce projet, hein. Et puis alors le sixième chapitre du manuel est donc consacré aux nouvelles éthiques, nouvelles pratiques. Alors est bien loin de prétendre apporter des choses radicalement nouvelles, mais juste deux, trois orientations que nous creusons déjà, que nous aimerions creuser et qui nous semblent intéressantes. Alors, on a parlé un petit peu d'IA, d'intelligence artificielle. On a mis en ligne il y a 3 mois maintenant, en juillet, un agent conversationnel, un chatbot, comme on dit, qu'on a prénommé Anna, et qui en fait a cette originalité, puisqu'elle est encore assez peu développée dans le monde des musées, des bases en ligne, de recourir à l'IA pour justement proposer une découverte de la base des collections. Bon, en général, les chatbots d'institutions muséales notamment sont plutôt orientés vraiment sur l'information basique, on va dire, au pur. Là, vraiment, donc c'est l'IA, c'est ChatGPT, hein, mais qui donc va aller moissonner dans la base des collections, donc environ 4000 œuvres qui sont dotées notamment de données suffisantes, notamment rédigées, pour pouvoir ensuite faire des commentaires, hein. Mais donc, il va aller moissonner, et donc vous pouvez aller discuter avec cette IA, lui demander de vous proposer tel ou tel type d'œuvre, tel ou tel type d'ambiance, d'atmosphère, évidemment tel artiste, etc. Alors, ça reste un prototype, mais c'est quand même pas inintéressant puisque ça montre aussi le potentiel là, en matière de vulgarisation et de facilitation d'accès que peut permettre l'IA, hein. C'est vrai qu'on voit bien qu'on va mettre en ligne de plus en plus de données, c'est très bien. Elles peuvent être très bien organisées avec des outils de consultation très intuitifs. Néanmoins, on voit bien qu'à un moment donné, face à cette base, cette masse tout à fait considérable, l'IA peut aussi être un outil assez intéressant. Et donc, c'est un outil voilà, qu'on commence à mettre en œuvre et qui pourrait aussi être évidemment utile en matière d'accessibilité, hein, notamment parce que vous voyez que vous avez ici un mode vocal et donc il peut permettre effectivement une consultation de notre base de notre base des collections via un échange purement oral. Donc, voilà une des pistes encore très embryonnaires à creuser. Bien sûr aussi la réflexion que nous a permis à cette base des collections de recherche, alors là, j'y passe assez rapidement, mais comme on y a travaillé un petit peu avec l'INHA, je ne pouvais pas ne pas le citer, sur notre petit fonds africain, puisque ça a été vraiment l'occasion en fait de le mettre en ligne, de travailler sur les recherches de provenance et d'organiser une exposition numérique qui est toujours accessible en ligne sur un certain nombre de ces œuvres, et donc de travailler grâce à cet outil qui est l'open content et la mise à disposition de nos données sur notamment cette question évidemment d'actualité, hein, de la provenance, en l'occurrence de notre petit fonds africain qui est modeste, mais qui est quand même assez intéressant. Et puis alors, on parle évidemment de l'environnement, mais de la transition écologique, et il se trouve que donc l'an dernier, nous avons fait réaliser notre bilan carbone, hein, le bilan carbone des musées de Reims, dans l'optique de rédiger, nous sommes en train de le finaliser, un plan de transition écologique global pour les musées de Reims. Et évidemment, c'est poser la question aussi de la place du numérique, hein, dans ce plan de transition écologique et dans ce bilan carbone, hein. Alors, ce qui est intéressant, et c'est là que j'ai laissé le graphique qui est assez saisissant, hein, c'est que vous voyez le numérique, hein, c'est l'avant-dernier sur la droite, hein, donc qui ne pèse quasiment rien, évidemment, au regard de l'ensemble de l'activité de nos musées. Alors, avec toujours ce problème sans doute insoluble ou difficilement soluble de l'impact carbone du déplacement des visiteurs, donc le poste d'émission tout à fait majoritaire pour l'ensemble des musées. Mais même si on enlève cette variable-là, et donc on raisonne uniquement sur les autres postes de dépenses, vous voyez que le numérique pèse quand même assez peu, c'est de estimer, alors c'est pas une science exacte, hein, mais estimer à peu près 2,6 tonnes d'équivalent CO2, dont 75% est lié au stockage, hein. Donc, on estime nos besoins en stockage à 12 téraoctets, hein, pour l'ensemble de nos fichiers. Mais vous voyez que ça représente 0,31%, hein, de l'impact carbone de nos musées. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est un des postes qui croît le plus vite, hein, et très clairement. Et donc, on voit bien que l'un des enjeux pour nous, et ça a déjà été évoqué juste avant, c'est d'identifier un certain nombre de manières de répondre à ce défi-là. Donc, bien sûr, à un premier niveau, notre prestataire
parlementaires s'y emploient plutôt avec une certaine enthousiasme, travailler sur la sobriété du site Internet. Et pour nous, hein, le gros sujet, ça a été évoqué déjà avec la question du 3IF notamment, c'est éviter la duplication. Encore aujourd'hui, hein, pour alimenter la base POP Joconde, bah, on est obligé d'exporter à nouveau les données pour cette base-là, et effectivement avoir un système qui nous permette de ne pas avoir à réexporter à chaque fois, partager à chaque fois les données, serait évidemment extrêmement précieux en matière de transition écologique. Donc c'est quelque chose sur lequel nous sommes vraiment en train de travailler. Et puis bah, plus généralement, c'est aussi pour tous les dispositifs que j'évoquais, les propositions numériques, accepter d'expérimenter, mais aussi parfois d'y renoncer si on juge que les impacts que l'on pouvait attendre ne sont pas à la hauteur en matière de visibilité, en matière de partage de nos ressources en ligne, hein. Donc voilà à peu près les grands axes qui m'ont fait réagir sur ces deux chapitres-là. Et bah, juste pour dire qu'évidemment, c'est un sujet sur lequel parfois, même si on est plutôt content de ce à quoi nous sommes arrivés en termes d'outils, on s'est parfois senti un petit peu seul. Et donc c'est vrai qu'avoir à la fois des outils de partage comme celui qui vient d'être publié là, mais aussi des groupes de travail, on a intégré un petit peu par le ministère de la Culture notamment sur la question du 3IF, etc. Ça nous permet, sur des sujets parfois qui demandent une expertise très pointue et dont nous ne disposons pas en interne, de savoir ce qui se fait ailleurs et puis de pouvoir collecter un certain nombre de données qui ensuite sont évidemment essentielles pour nous pouvoir continuer à évoluer dans le bon sens dans cette matière. Merci. Merci beaucoup, Georges. Nous sommes un peu en retard, mais il y a quand même du temps pour des questions de la part du public. Je vois qu'il y a déjà une main levée et je vous invite aussi à poser vos questions à l'aide du bouton Q et R en bas de votre fenêtre Zoom. Et je donne donc la parole à Céline Latel. Donc, voyons si j'arrive à vous donner la... oui, bonjour Céline. Vous devez activer votre micro pour poser la question. Oui, non, bonjour, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. J'étais en train de cliquer sur l'écran, j'ai fait une fausse manipulation, je suis navrée, je n'avais pas de questions immédiates, je suis désolée, excusez-moi. Aucun souci. Donc, s'il y a d'autres questions, voilà, il y en a une. Ah non, désolé, je vais faire de l'information, donc répondre, terminer. Euh, je ne sais pas si de la part du public, il y a des questions. Sinon, entre-temps, je peux donner la parole à Martine, je pense, pour... euh, Ah, alors, moi, je voulais remercier et applaudir nos intervenants parce que je trouve qu'on a vraiment eu des approches très complémentaires, si on peut dire, enfin, des points de vue très, très différents et très riches, chacun d'entre eux, tous les trois, vraiment, c'était bien. Et ça, par retour, ça nous donne un peu une vision sur ce qu'on a fait, en fait, avec Damien. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait quelque chose d'un peu signalétique pour faire lever un peu voilà, pour activer un peu tous les leviers. Sur le sujet et voir ce que ça peut déclencher comme réflexion. Bon, donc merci beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Bah, écoutez, pas grand-chose. Il y a des sujets qui ne sont pas très, très développés dans le guide, dans le recueil. Là, je parle, par exemple, je vois que Georges Magnier nous a présenté 3 points sur le chapitre 6, sur les nouvelles éthiques, qui montrent qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Et comme on disait d'ailleurs tout à l'heure, c'est comme par hasard dans les musées qui ont une politique de pleine contente qu'on est sensible aussi à un certain nombre de questions et qu'on commence à lancer des opérations. Bon, je vois que l'IA pour l'accessibilité, votre collègue nous en avait déjà parlé une fois, c'est très intéressant, le côté chatbot vocal, éventuellement intelligence artificielle qui décrit vocalement les œuvres, c'est quelque chose qui est vraiment qui est émergent. Et puis également
oui, pardon, la réflexion sur la sobriété énergétique qui est très peu avancée en France. Hein. Je me rappelle un événement à l'INHA il y a 1 ou 2 ans où la question a été posée de savoir ce qui était. Il y a des gens qui ont voulu discuter de cette question de la sobriété énergétique dans les musées. Il y avait très peu il n'y avait pas vraiment de réponse, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment on sentait qu'il y avait une expérience qui n'était pas encore développée. Et là, on voit que bien, il y a des musées qui commencent à réfléchir à leur plan de transition et à l'intérieur de ça, on a effectivement la question du numérique et à laquelle on a déjà, et ça c'est très intéressant à voir, une solution avec 3IF, une solution partielle, puisque Georges nous le disait, le stockage représente véritablement la très grosse partie du pourcentage voilà, de l'énergie dépensée. Donc, on a la matière à démarrer une réflexion et à accélérer cette réflexion avec les problèmes qui se posent aujourd'hui, effectivement, autour de toutes ces questions-là. Voilà tout ce que je voulais dire. En tout cas, moi, je suis très contente parce que je vois que ça, sur tous tous les différents points, bah, il y a vraiment des questions qui sont ouvertes et qui sont très riches de perspectives, notamment. Merci beaucoup, Martine, et aussi à toutes intervenantes et intervenants. Et s'il n'y a pas de questions, je clôture donc ces webinaires. Merci beaucoup à tout le monde. C'était vraiment riche et intéressant. Et à la semaine prochaine pour pouvoir télécharger le recueil depuis Oui, les sites de l'INHA. merci Merci beaucoup beaucoup encore. Merci. et au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.